Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, mercredi, avec Pascal Bresson pour parler de sa bande dessinée Beat et Serge Klarsfeld, Un combat contre l'oubli, édité chez La Boîte à Bulles et en collaboration avec Sylvain Dorange, que j'ai oublié de nommer les deux autres hier et avant-hier. Donc je répare l'oubli. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Non, du tout. Donc bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Donc hier effectivement on disait que contrairement à votre bande dessinée de Simone Veil, même s'il ne s'agit pas de faire de la comparaison, mais où là on est vraiment dans l'intimité du couple Klarsfeld, il n'y a pas eu du tout, à la fin de votre livre, vous avez d'ailleurs mis tout un recueil de photos. Oui. Où là, effectivement, c'est des photos de famille, beaucoup, de leur combat, des grands moments de leur vie. C'est des photos qu'ils vous ont, j'imagine, prêtées. Ça n'a pas été un souci. Alors, il y a deux choses. Alors, c'est vrai que il faut savoir que dans notre livre, alors même si c'est pas dans l'ordre chronologique, encore une fois, puisqu'on commence l'ouverture de la première page, c'est au CDU, hein, donc quand Beat gifle le chancelier Kurt Kissinger. Ensuite, évidemment, on va retracer toute leur vie jusqu'à leur rencontre. Et en quelques flashbacks quelques flashbacks, évidemment, on est bien obligé parce que ils ont fait tellement de choses, puis ils ont traversé le monde entier à la recherche de ces salauds. Donc à la fin, effectivement, on arrive en 2020, notre époque. On voit une jeune fille qui parle avec eux. Donc on est en 2020 dans leur bureau, donc ils ont l'apparence qu'ils ont maintenant. Donc cette jeune fille, en fait, c'est moi le journaliste. Mais au dernier moment, je me suis dit de me mettre en chair et en os, ça fait prétentieux. Donc j'ai préféré qu'on mette une jeune fille. Et donc toutes les questions et les réponses, c'est ce que j'ai posé et ce que Beat et Serge m'ont répondu sur des cahiers. Parce qu'il faut savoir que j'ai travaillé 6 mois auprès d'eux, à raison 2-3 fois par mois. Et pour ce livre, pour nous remercier, ils nous ont prêté des photos d'archives inédites pour la plupart. Donc on a 8 pages de photos où on les voit jeunes, mariés, pendant leur combat, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs chiens aussi, j'y tiens, parce qu'ils y tiennent aussi. Et en fait, ils retracent à travers ces photos, les 200 pages qu'on a pu dessiner et écrire. Voilà. Et c'est ça qui est formidable parce que ça rend encore le livre beaucoup plus humain. Et alors, ce que moi j'ai... Alors là, c'est plus en termes de qualité. C'est vrai que vous avez une typographie que j'ai trouvée vraiment très, très agréable, tout en majuscules. Et je trouve qu'au niveau du confort de lecture, c'est vraiment sans comparaison avec d'autres bandes dessinées. Oui, alors ça c'est là, alors là pour le coup c'est Sylvain qui a l'habitude. Sylvain est graphiste, dessinateur, donc pour le coup c'est lui qui a choisi la typo. Et là je suis entièrement d'accord parce que si on reprend Elle s'appelait Sarah, là. Personnellement, l'éditeur a raté son coup puisque de toute façon, c'est écrit en tout petit. Même moi, j'ai du mal à lire. Et la lecture, surtout qu'en plus, moi, je veux faire ces albums pour les jeunes. Si c'est pour rien comprendre ou avoir une difficulté à la lecture, c'est perdu. Alors que là, dans ce livre, Sylvain fait vraiment un excellent travail de typo pour le dialogue. C'est très aéré, c'est pas surchargé. Ça se lit vraiment d'une traite. D'ailleurs, tous les gens que j'ai pu rencontrer, parce que le livre est sorti le 9 septembre, j'ai fait peut-être une quinzaine de dédicaces, les gens me disent mais quand on est dans le livre, on le lit d'une traite, on est dans l'action. Et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est un livre avec tous les ingrédients, des faux kidnappings, des kidnappings qui n'ont pas marché, on est au contact des pires salauds, on est un coup en Bolivie, au Pérou, à Paris, on est en Allemagne, à Cologne, à Berlin. En fait, on vit vraiment avec ce couple en permanence sur ces 200 pages, et à chaque fois chacun leur rôle.
Beat, c'est l'Allemagne et Serge, c'est la France. Et les deux, en fait, sont très complémentaires. Bon, il faut savoir aussi que Serge ne pouvait pas non plus aller partout dans le monde, puisque à un moment donné, parce que comme il voyait, il faut savoir quand même qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'Allemagne était divisée en 4 zones d'occupation: américaine, britannique et française à l'ouest et soviétique à l'est. Donc il faut savoir que c'est pour ça d'ailleurs que ces anciens nazis sont pour la plupart revenus dans leur pays d'origine. C'est d'ailleurs comme ça que Serge a pu les localiser, puisqu'ils s'inscrivaient même d'ailleurs dans l'annuaire, hein. Ils revenaient dans leur patelin comme si... ils se cachaient pas. Il y avait le téléphone, il y avait l'adresse. Et comme Serge, lui, dans son côté, avait quitté l'ORTF, puisqu'il travaillait à l'ORTF à l'époque, il l'avait quitté pour pouvoir justement, il avait démissionné pour pouvoir travailler pleinement sur ses dossiers, puisqu'il a quand même, là on peut dire que c'est vraiment un historien. Il a été à la recherche de dossiers, d'archives. Il préparait les dossiers pour Beat, historiquement sur tel et tel monstre, et elle allait en Allemagne les déposer chez le procureur pour que la justice allemande fasse son devoir. Sauf qu'à chaque fois, elle se confrontait au mur, et on peut dire que à chaque fois, elle était refoulée. Et à un moment donné, Lischka, par exemple, qui était un ancien Gestapo ou Gestapiste plutôt à Paris, qui a déporté et qui a torturé énormément de gens, vivait tranquillement avec sa femme et ses enfants, chef d'entreprise en Allemagne, et un coup, comme il voyait que la justice française la justice allemande ne fonctionnait pas, ils se sont décidés d'aller le chercher carrément en Allemagne, de le prendre, de le kidnapper, de le ramener en France pour le faire juger, sans violence toujours. Sauf que ce kidnapping a foiré, et Serge a eu une interdiction, un mandat d'arrêt en France pour ne pas quitter justement le territoire. Donc il a dû être bloqué en France, et c'est pour ça que Beat, elle, est allée partout, on va dire, dans le monde, à se prendre des coups, à être en prison, enfin bref, à s'enchaîner auprès d'un arbre pour attirer l'attention de l'opinion publique, de la presse, pour justement dire, voilà, dans votre pays, vous avez des nazis, il faut les condamner, il faut que vous sachiez qui ils sont, parce qu'il faut savoir aussi que certains SS, certains nazis étaient quand même beaucoup en Amérique du Sud, et beaucoup avaient des bonnes places. Il fallait savoir aussi qu'ils avaient un club de nazis, hein, ils se rencontraient tous et ils rêvaient de revivre ce qu'ils avaient vécu. Donc il faut remettre tout dans le contexte, hein, que c'était quand même encore très présent, et puis surtout et très actif aussi. Et si on reparle de Klaus Barbie, qu'on va en reparler bien évidemment, il faut savoir qu'il était donc au Bolivie, il était chef de la police de la sécurité, et puis il apprenait aux jeunes policiers comment torturer. Donc vous voyez, il n'avait jamais quitté trop son hobby entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à la lecture de votre livre, on se doute bien qu'il y a une complémentarité dans le couple. Mais pourtant, moi, j'ai eu l'impression à la lecture que c'était elle qui était sur tous les fronts, qui était une activiste. On a l'impression qu'elle est encore plus activiste que son mari. Alors oui, non. Alors comme je disais, c'est parce qu'elle a été très très présente à partir de 70 à 80 en fait. Encore une fois, elle a la double nationalité. C'est une femme. C'est beaucoup plus facile pour une femme, très honnêtement, que pour un homme. Imaginez si on retournait en 68 au congrès du CDU, si c'était un homme qui avait demandé à la sécurité, est-ce que je peux passer derrière le chancelier ? D'entrée, il aurait dit non. Alors qu'une femme, on la soupçonne pas trop, surtout qu'en plus Beat est une jolie, elle est jolie femme. En plus, c'était beaucoup plus facile. Puis elle avait la double nationalité. Et encore une fois, suite à cet enlèvement de Lischka, qui était donc un ancien SS gestapiste, il faut savoir qu'il avait donc kidnappé, mais que ça avait foiré. Et suite à ça, il y a eu une plainte qui avait été déposée contre Serge. Et donc Serge n'a pas pu sortir du territoire français. Donc pour lui, ça lui était impossible. Alors que Beat, elle, en fin de compte, c'est elle qui était beaucoup plus active entre 70 et 80. Mais par contre, Serge, lui, était en sous-marin parce que c'est lui qui lui préparait
toute la documentation, les archives, les photos, pour qu'elle ait justement matière à donner à la presse et à l'opinion publique quand elle se rendait dans un pays où il y avait un nazi caché. Sauf que c'est vrai, de l'extérieur, c'est beaucoup plus spectaculaire, quoi. On ne voit pas tout ce travail en sous-main. Non, voilà, tout à fait. Mais il faut savoir que maintenant, c'est vrai que quand... l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, mais après, dans les années 90-2000, c'est plus Serge qui est revenu, on va dire, qu'on voit beaucoup plus parler. D'ailleurs, pendant ces 6 mois de travail auprès d'eux, j'ai beaucoup plus parlé avec Serge qu'avec Béate, par exemple. Ils ont toujours été tous les deux là. Ce qui est formidable, c'est que d'ailleurs, moi, la première fois quand je les ai vus, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient toujours ces étoiles d'amour dans les yeux et de respect pour l'un et l'autre, au bout de 60 ans. C'est quand même assez formidable. Et ils se parlent avec douceur, tendresse. Enfin, ça, c'est génial. Moi, je trouve ça, mais moi, je suis admiratif. Et ce qui était assez marrant, c'est que j'avais Serge et Béate côte à côte, et c'est Serge qui parlait beaucoup, et quand Serge manquait par exemple un mot ou avait oublié quelque chose de dire, Béate complétait par justement par une phrase, par un mot. Enfin, ils sont très complémentaires, mais c'est vrai que j'ai eu plus affaire à Serge qu'à Béate en fait. Et combien de temps d'écriture, un livre comme ça? Il faut compter bien avec la documentation, parce que c'est la documentation la plus importante. Et puis il faut savoir que j'ai travaillé à partir aussi de leur mémoire, qui est vraiment très complexe, parce que là, je vous parlais de Klaus Barbie. Il faut savoir que la traque de Klaus Barbie a duré plus de 12 ans, mais pendant 12 ans, ils ne se sont pas omnibulés contre Barbie. Ils ont fait plein d'autres choses à côté et pendant. Donc ça m'a pris plus de 2 ans. 2 ans. Et 3 ans pour Simone Veil. Ah oui, finalement, ça a été encore plus long. Oui, complètement. Bon, eh bien, ce sera... On en reste là aujourd'hui. On se retrouve demain. Et là, on va s'attaquer au gros morceau de Klaus Barbie parce qu'effectivement, c'est vraiment un moment charnière dans notre histoire aussi. Oh là là. À demain. À demain, Nathalie. Pascal Bresson et Sylvain d'Orange, Béate et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli. Sachez que notre vie n'est pas facile tous les jours. Mon mari a démissionné de l'ORTF. Par manque d'argent, nous avons dû quitter notre maison et emménager dans l'appartement de la mère de Serge. C'est d'ailleurs elle qui nous nourrit. Que voulez-vous? La liberté d'action est à ce prix. Béate, pour terminer notre entretien, quelles sont vos prochaines actions? Alors, en ce moment, je suis préoccupée par le problème des criminels nazis condamnés en France par contumace et dont la France a renoncé à demander l'extradition au nom de l'amitié franco-allemande. Mais quels criminels pourraient être jugés? Ceux qui ont apposé leur signature à des documents envoyant des victimes innocentes à la mort en déportation. Les plus grands criminels de bureau, ceux qui étaient à la tête de l'appareil nazi en France, doivent payer. Il faut pour cela que leur dossier soit constitué, qu'ils sortent de l'ombre et que l'attention de l'opinion se porte sur eux, de sorte qu'ils ne filent pas hors d'Allemagne avant l'ouverture d'une instruction. C'est important de comprendre quel a été le mécanisme policier qui a entraîné la mort de plus de 75 000 Juifs de France. Monsieur London, je vous invite à me suivre, j'ai quelque chose à vous montrer. Voyez, la chambre de notre fils. C'est ici que nous archivons toutes les informations relatives aux crimes de guerre. D'après vous, il y a vraiment une chance que ces procès aient lieu? Oh oui, c'est par la condamnation de ces quelques hauts responsables des crimes nazis ordonnés en France qu'on empêchera l'Allemagne de les réhabiliter. Justement, quels sont ces plus hauts responsables ayant sévi en France et demeuré impunis? Il y en a essentiellement 3. Kurt Lischka, Herbert Hagen et Klaus Barbie. Voici une photo de Kurt Lischka. Où se trouve-t-il? Comme la plupart de ses compatriotes nazis, il vit tranquillement en Allemagne. Il a été chef de la police de Cologne en 1940, puis chef de la Gestapo en France. Et je me suis dit qu'il était sans doute revenu vivre bien tranquillement dans cette ville après la guerre. Résultat, en consultant l'annuaire téléphonique de Cologne, j'ai trouvé son nom. Ça a été si facile que ça? Oui,
Ces bourreaux vivent en paix depuis 26 ans, sans avoir à s'inquiéter de rien. Ils se permettent même de laisser leur nom dans l'annuaire téléphonique. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.